Ce soir, on va parler, on va faire, pour vous faire un petit topo et vous expliquer un petit peu de quoi on va parler. On va parler des abeilles, comment est-ce qu'elles s'organisent, comment est-ce qu'elles fonctionnent et leur importance au sein de notre écosystème. Et on va mettre en avant quelques produits de la ruche. Alors, pas tous. On va vraiment prendre les principaux. Et comme je vous ai dit, on va pas cibler sur les vertus potentielles sur notre santé et notre bien-être. On va vraiment axer sur comment est-ce que les abeilles s'en servent, comment est-ce qu'elles le fabriquent, pour comprendre un petit peu comment elles peuvent nous aider en fait. C'est parti. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Audrey, comment est-ce que ces insectes sont organisés au sein de la ruche? Alors déjà, il faut savoir que la ruche peut contenir jusqu'à 80 000 abeilles pour vraiment les grosses ruches. Ça peut aller de 40 000 et aller jusqu'à 80 000 abeilles. Déjà, il y a la reine. La reine, c'est la mère, celle qui va donner naissance à toutes les abeilles de la ruche. Elle passe sa vie à pondre et elle ne va sortir que pour le vol nuptial où elle va être fécondée par des faux bourdons, qui sont les abeilles mâles. Et si la colonie venait à perdre cette reine, c'est vraiment un déséquilibre pour toutes. Et donc, grâce aux phéromones, elles vont s'organiser pour refaire naître une reine. Alors, les faux bourdons, donc je disais que c'était des abeilles mâles. Alors, on les reconnaît parce qu'ils sont un petit peu plus dodus, un petit peu plus velus que les abeilles. Et eux, ils ont comme fonction uniquement de féconder les reines. Alors, il faut savoir que les faux bourdons ne travaillent pas. Ils se font nourrir, donc ils ont une vie de rêve. Mais voilà, vers l'automne, les abeilles les chassent des ruches. Et bon, du coup, la faim est moins glamour puisque malheureusement, ils vont mourir de faim et de froid. Mais bon, voilà, ils ont ce rôle-là. Le faux bourdon ne pique pas, il n'a pas de dard, donc c'est une gentille abeille. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de risque de piqûre. Il n'y a uniquement que les femelles qui piquent. Exactement. Exactement. Bon, après, les faux bourdons ont un rôle aussi important, tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'ils se font nourrir, mais ils permettent à la reine d'être fécondée et de pouvoir pondre. Comme tu le disais, la reine, elle passe sa vie à pondre et elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Tout à fait. Donc, qui seront des futures ouvrières ou si la reine vient à mourir, une potentielle future reine. Est-ce que tu peux, alors, expliquer un petit peu comment fonctionne. Alors, tu as expliqué comment fonctionne la ruche, la reine, les ouvrières femelles qui ont du venin, c'est les seules à avoir du venin, et les faux bourdons qui sont là pour féconder donc du coup la reine. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment c'est agencé à l'intérieur de la ruche, quels sont les différents métiers, on parle de différents métiers des ouvrières. Alors, au cours de sa vie, chaque abeille a différents rôles qui sera vraiment indispensable pour l'équilibre du groupe. Donc, on a vu donc la reine avec donc elle est là pour pondre plus de 2000 œufs par jour. Après, les nouvelles abeilles, les abeilles les plus jeunes, elles ont un boulot de bas échelle, donc c'est les nettoyeuses. Elles vont veiller à ce que la ruche reste tout en propre. En se débarrassant des petits débris, des mues, des cadavres, etc. Donc vraiment, leur boulot, c'est que la ruche soit impeccable. Après, elles vont passer en tant que nourrices. Donc le rôle, le nom l'indique, hein, elles vont venir nourrir les larves et surtout nourrir la reine de gelée royale et maintenir un couvain qui soit dans une température assez chaude. Après, elles passent bâtisseuses. Donc là, elles vont construire les alvéoles hexagonales qu'on trouve dans les cadres. Il y a les ventileuses. Donc après, elles passent ventileuses. Donc elles vont maintenir la température de la ruche. Il faut savoir que la ruche doit être toujours maintenue entre 32 et 36 degrés tout le long de l'année pour la survie de la ruche. Et ça sert aussi à éviter tout ce qui est prolifération des bactéries, des champignons, etc. Après, il y a les gardiennes. Donc les gardiennes, elles se chargent de la protection de la ruche, hein, comme un peu le château fort. Après, nous avons les butineuses. Alors les butineuses, elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour trouver des sources de mellifères. Et en dernier, donc ça, on va dire que c'est le haut de l'échelle, hein, parce que ça va être les abeilles qui sont plus avancées dans l'âge. Et elles, ce sont les éclaireuses et elles vont montrer le chemin à explorer aux butineuses. Donc, il y a vraiment une hiérarchie et chaque abeille, de la naissance jusqu'à leur mort, vont vraiment
monter de grade et avoir chacune un rôle. Et c'est vraiment une petite entreprise. Donc, c'est assez fascinant. J'ai dit à plusieurs reprises, ce sont des insectes, mais pour moi, ce sont bien plus que des insectes. Et il faut rappeler aussi que dans le rôle où tu parles de butineuse, dans ce rôle-là, elle contribue à la pollinisation. La pollinisation, c'est le fait de contribuer à la reproduction de différentes plantes. Et il faut savoir que la pollinisation des abeilles constitue, nous permet d'avoir une assiette alimentaire variée et elle contribue à plus de 1/3 de notre alimentation. Donc, c'est dire à quel point, si elle n'existait pas, on ne mangerait, ce serait pas aussi varié. Au-delà des produits qu'elle fabrique et qu'elle sécrète, d'ailleurs, on va voir la différence rapidement. Au-delà de tout ça, elles ont une importance elles sont très importantes dans notre écosystème. Tout à fait. On parlait de produits fabriqués et sécrétés. Alors, c'est en tout, on peut dire qu'il y a 6 produits différents. Est-ce que tu peux me parler des produits qui sont sécrétés? Quelle est la différence entre les produits sécrétés et fabriqués? Et si tu peux me les citer, c'est parfait. Oui. Alors, en fait, il y a les produits sécrétés par l'abeille, uniquement par l'abeille. Donc, on a la cire qui va être fabriquées par les glandes cirières. C'est des glandes qui sont situées sur l'abdomen de l'abeille et ça va servir à construire les alvéoles. Après, nous avons, tout le monde connaît le venin, c'est ce qu'on n'aime pas. Donc, le venin est un produit qui est fabriqué par 2 glandes qui sont situées dans l'abdomen de l'abeille. Donc, il y en a une qui va sécréter une substance très acide et l'autre qui va sécréter une substance alcaline. Les deux vont se rejoindre dans un sac à venin et ils vont être directement liés au dard, à l'aiguillon. Donc ça, c'est pour le venin. Après, il y a la gelée royale que uniquement les abeilles ouvrières vont fabriquer. Donc la gelée royale, c'est une couleur un peu, alors j'en avais pas, j'ai pas pu vous le porter. C'est une couleur un peu laiteuse, un peu blanchâtre, et c'est issu des sécrétions glandulaires qui va nourrir les larves en début de vie et la reine. Et après, la différence avec les substances qui vont être sécrétées avec des produits extérieurs. Donc là, on a le pollen qui va être récolté par les butineuses sur les fleurs. Et c'est, comme tu disais, en transportant ce pollen qu'elles assurent la pollinisation des fleurs et donc leur reproduction. Voilà. Après, tout le monde connaît le miel. Donc le miel est un mélange de nectar et d'enzymes qu'il y a dans la salive des abeilles. Et puis après, il y a la propolis. La propolis qui est une résine qui est transportée par les ouvrières qui sert à protéger la ruche, à colmater un peu l'entrée de la ruche contre les intrus. Et elles vont mélanger cette résine à leur propre cire et à des enzymes de leur système glandulaire pour obtenir une espèce de glu, voilà, qu'elles vont pouvoir se servir. Donc voilà les 6 produits qu'elles peuvent fabriquer et aussi sécréter. Exactement. Donc, cette différence entre sécréter, c'est la capacité à l'abeille à le fabriquer de elle-même. Donc, tu as cité la gelée royale, la cire et le venin. D'ailleurs, la cire, c'est assez impressionnant à voir quand j'avais vu ça en formation d'apithérapie, parce que j'ai fait une formation d'apithérapie. Et c'est assez impressionnant à voir. Donc, si vous avez jamais eu l'occasion de voir comment est fabriquée la cire, c'est très intéressant. Et ensuite, comme tu dis, les produits qui sont fabriqués, elles récupèrent des produits végétaux pour les transformer, les remanier, donc les fabriquer. Et on retrouve le pollen, le miel et la propolis. Donc, parmi les produits les plus connus, tu l'as dit, c'est le miel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du miel, à savoir comment est-ce que c'est fabriqué, comment ça se passe exactement? Alors en fait, donc le miel, c'est les butineuses qui vont aller récolter le nectar. C'est un liquide qui est sucré, sécrété par les fleurs. Et ce liquide sécrété par les fleurs, ça sert à attirer les insectes pour qu'elles puissent être pollinisées. Et donc ce nectar, elles vont donc le récupérer, elles vont le mettre dans le jabot. Donc le jabot, c'est une espèce de poche de stockage, un peu comme un estomac. Et après, il est transité entre la butineuse et les ouvrières.
Donc, chacune vont faire circuler pardon, ce nectar entre leur jabot et la bouche. Une fois que l'ouvrière, elle va avaler, elle va avoir ce nectar, elle va l'avaler et le régurgiter plusieurs fois. Je bois un peu. Non, pas de souci. On appelle ça la trophylaxie. La trophylaxie, c'est le fait de, comme tu le dis, Audrey, de régurgiter. Elles le font plusieurs fois et ça va transformer en miel et elles vont le mettre dans des alvéoles prévues à cet effet. Et donc, ça s'appelle la trophylaxie. Exactement. Et ça permet aussi à savoir que chaque abeille a son empreinte et du coup, ça va permettre cette trophylaxie va permettre à ce nectar, à ce liquide prélevé sur les fleurs, de s'imprégner de la ruche et de tous les bienfaits de ces abeilles que l'on retrouve dans leur salive. Donc tout à fait. Et du coup, une fois que mes enfants me disent, ah bah en fait, on mange du vomi d'abeille. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est du vomito d'abeille. Voilà. Mais c'est tellement bon. Donc, tout à fait. Et après, comme tu dis, une fois que cette trophylaxie, en fait, elle va permettre de s'imprégner de la salive des abeilles, mais elle va aussi permettre à ce liquide parce qu'il faut savoir que ce liquide, il est riche en eau. Et le miel final doit avoir une teneur à peu près de 18% en eau. Et ça va être aussi le rôle des ventileuses. Une fois que ce liquide il va être déposé dans les alvéoles, les ventileuses qui vont maintenir la température de la ruche vont permettre à ce nectar de s'évaporer et de devenir du miel jusqu'à ce qu'elle soit operculée par les abeilles. Ça veut dire que le miel, il est terminé. Donc, tu nous as parlé du miel. Et il existe un autre, alors tu nous parles du fait que les abeilles récupèrent ce nectar dans les fleurs. Il existe une autre possibilité aux abeilles de fabriquer du miel et on parle de miel de miela. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un liquide épais et visqueux qui va être excrété par les insectes piqueurs-suceurs, donc comme les cochenilles, les pucerons, les moustiques, qui vont venir se nourrir de la sève de certains végétaux, comme les sapins, les chênes, les mélèzes. Et ce miel-là est déposé en fait sur les feuilles, les aiguilles et les troncs. Donc souvent, on le voit bien sur des feuilles où on a une espèce de liquide un peu collant. Et ça, c'est ce miel-là. Et les abeilles vont venir butiner et vont le transmettre de la même façon que le nectar. Ça sera la même transformation. Alors, on va parler de miel de miela et c'est souvent le cas de miel de sapin, de maquis et de chêne. Donc, je vous ai porté pour vous montrer la différence. Parce que Madame Yes. Donc, un miel toute fleur, donc on voit la couleur. Ça, c'est un miel de lavande, donc qui est beaucoup plus clair. Donc voilà, ça fait des miels de fleurs, donc on voit les couleurs, elles sont la plus dorée ou plus jaune, donc la couleur. Et le miel de miela va être beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est un miel de sapin. Et donc, on voit que la couleur, donc quand on va voir un miel de châtaignier, de sapin, de chêne, de maquis, sont très foncés. Donc, voilà la différence de couleur au niveau des miels de fleurs et du miel de miela. Voilà. Il faut savoir qu'au plus ils sont foncés, au plus ils sont riches en nutriments et au plus ils vont avoir un goût prononcé. Ouais. Donc moi, le miel de lavande, il me va très bien. Le lavande, il va être très doux quand tu prends le miel de châtaigne. Moi, je le prends si je vais pour la cuisine ou le pain d'épices parce qu'il est très fort. Le miel, c'est bon pour nous, mais à la base, elle ne le fabrique pas pour nous. Bien entendu, elle le fabrique pour elle parce qu'il faut savoir que les abeilles, elles ont trois sources. Elles ont des besoins en termes de métabolisme. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de glucides, de sucre, et elles ont besoin de protéines apportées, on va le voir tout à l'heure, par le pollen. Donc le miel apporte la source de glucides, il y a l'eau qu'elle récupère, et ensuite le pollen qu'on va aborder maintenant. Lorsque l'abeille va visiter la fleur, elle est obligée de rentrer pour aller chercher le nectar. Et elle se retrouve couverte de poussière, une poussière un peu orangée, jaune. Et donc ce pollen, elle va avec ses pattes, elle va se peigner minutieusement, méthodiquement, avec les pattes enduites de miel. Et elles vont aller passer ce pollen et ce miel sur ses pattes arrière. Et ça va faire des sortes de petites boules. Le vol stationnaire va aider
à compacter cette poussière et va former des petites pelotes de pollen que j'ai portées aussi. Voilà. Donc, si on veut récupérer le pollen dans une ruche, en fait, ils mettent une espèce de petite grille et quand elles rentrent dans la ruche, elles vont perdre ces petits bouts de pollen que les apiculteurs peuvent récupérer. Donc, ça ressemble à ça. Donc, après, pareil, hein, ça dépend. Les fleurs butinées, on aura des couleurs différentes. Mais bon, voilà, ça, c'est mon pollen que je prends presque tous les jours. Et après, pour les abeilles, parce que bon, l'essentiel, c'est pas nous, hein, c'est les abeilles. Elles vont l'additionner, elles vont stocker ce pollen, additionner de miel. Alors, elles vont faire des couches successives. Et donc, il y a un emplacement qui est souvent à la périphérie des couvains. Et donc, elles vont stocker ce pollen avec superposition de couches de miel. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, comme la ruche a une chaleur constante entre 32 et 36 degrés, ça va lancer un processus de lactofermentation et ça va libérer des acides lactiques qui va faire baisser son pH. Et en fait, c'est ce qui lui donne autant d'effets bénéfiques pour notre microbiote. C'est pour ça que souvent, on conseille de prendre du pollen pour vraiment l'équilibre de notre microbiote. Donc, c'est grâce à cette lactofermentation voilà, que ça le rend vraiment, ça a des super vertus pour nous. Donc, en effet, le pollen, c'est riche et en prébiotiques et aussi en probiotiques. Donc, voilà pour les vertus du pollen au sein de la ruche. On va parler maintenant rapidement de la propolis. Quelle est son origine et à quoi elle sert? Toujours pareil pour les abeilles. Alors, la propolis, j'en ai aussi porté. Bon, on voit pas très bien, hein, mais c'était juste pour montrer un peu la couleur. Alors bon, moi, c'est de la teinture mère de propolis, hein, mais voilà, pour montrer un peu la couleur de la propolis. Donc, la propolis, les abeilles vont aller la récupérer. C'est une espèce de résine sur les bourgeons et les écorces des arbres. Et elles vont le mélanger à de la cire et plus de la sécrétion salivaire. Et on va retrouver plusieurs couleurs, plusieurs sortes. Donc, il y a la noire, la rouge, la verte. Et ça va dépendre en fait de la situation géographique d'où se trouve. Voilà. Et elle a quoi pour rôle la propolis? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît la propolis. Hein. Et en fait, c'est un rôle vraiment hygiénique. Les abeilles, elles vont colmater, comme j'ai dit tout à l'heure, colmater les fissures de la ruche pour l'étanchéité, mais surtout pour éviter une évasion de bactéries, une évasion microbienne, fongique. Donc vraiment, il faut que la ruche soit vraiment hermétique et surtout propre. D'ailleurs, quand il y a un intrus dans la ruche, si c'est un gros intrus et qu'elles ne peuvent pas le faire sortir, elles vont le piquer pour le tuer. Et après, elles vont l'enduire, elles vont le momifier avec de la propolis et ça va vraiment éviter toutes les maladies et infections. Donc, c'est quand même hallucinant. C'est leur seul système de défense naturelle, mais qui est quand même incroyable parce que voilà, ça sert pour momifier des petits voilà, c'est vraiment incroyable et la propolis a des vertus magiques. Ah oui, c'est très bien pensé et d'ailleurs les Égyptiens s'en servaient pour momifier aussi à l'époque les momies. Donc les Égyptiens avaient tout compris, momifier les momies avec. Et Cléopâtre, l'élixir de beauté de Cléopâtre, c'était la gelée royale. Exactement, exactement. Et oui, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir, on a voulu faire ce live pour vous expliquer en fait comment est-ce que les abeilles se servent de ces produits et comment on s'en sert aujourd'hui pour notre santé, pour notre bien-être. Donc, on va finir ce live de ce soir avant le petit quiz sur la gelée royale. La gelée royale qui est fabriquée par les abeilles et qui est responsable de nombreuses vertus. Alors, on n'a qu'à voir les effets sur une reine et sur une abeille, voir toujours pareil, voir comment ça se manifeste au sein de la ruche pour voir les potentiels bienfaits que ça peut nous apporter. Donc là, ce soir, tu vas nous dire comment et par qui est-ce qu'elles sont sécrétées et quelle est la différence, enfin les différences principales, parce qu'on peut en citer plusieurs, mais les principales à mettre en avant ce soir entre une abeille et une reine. Quelles sont ces différences-là?
Alors, la gelée royale, c'est une substance, comme on a dit, un peu laiteuse et blanchâtre qui va être sécrétée par les abeilles ouvrières. Elles le fabriquent seulement lors de d'une période qui s'est située entre leur 5e et leur 14e jour pour nourrir les larves dans leurs premiers jours de vie, mais essentiellement pour nourrir la reine. La reine est nourrie exclusivement de gelée royale. Donc la gelée royale, pour montrer la différence, une abeille mesure entre 14 et 15 millimètres et la reine va mesurer entre 18 et 20 millimètres. Donc il y a déjà une différence de taille. Et là où il y a une grosse différence, c'est sur l'espérance de vie, puisqu'une abeille a une espérance de vie, enfin les ouvrières ont une espérance de vie de 45 jours et la reine a une espérance de vie entre 3 et 5 ans. Ce qui veut dire 40 fois plus longtemps. C'est quand même un produit pas miraculeux, mais je me dis, allez, go, je vais manger de la gelée royale. Alors, je dis oui, mais je dis prudence. Comme tu l'as bien mis en avant, c'est un booster métabolique. En fait, ça va permettre, si on a des coups de mou, des fatigues, etc., de rebooster, de nous donner de l'énergie, comme on a pu le voir entre la différence entre une abeille, ne serait-ce que sur l'espérance de vie, comme tu l'as annoncé, c'est assez impressionnant. Et elle va avoir les mêmes effets sur nous. Ça va être un booster métabolique. Le problème, nous par cure, par contre, pas tous les jours. Ouais, par cure. Par contre, le problème, ça va être, enfin, c'est un produit qui n'est pas préconisé en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant chez nous et chez nos antécédents. C'est un produit pour lequel je suis énormément vigilante. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si la personne en consultation, à ce moment précis, n'est pas en train de développer un cancer hormonodépendant ou n'importe quel cancer. En fait, il va stimuler, booster le métabolisme et aussi des cellules cancéreuses. Donc, il faut être vigilant. Il y a le cancer de la prostate aussi pour les hommes, parce qu'il y a le sein, l'utérus ouvert pour les femmes, mais il y a la prostate aussi pour les hommes. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant sur ce produit-là. Et je mets vraiment en garde. C'est un produit très puissant et il faut quand même faire attention et le prendre sous contrôle d'un naturopathe et d'avoir fait quelques examens en amont. Oui, ouais. Après, demander à son médecin, à son oncologue, voilà, de conseiller, parce que c'est vrai que en revanche, la gelée royale, des fois, après, au cours après un cancer, au cours d'une convalescence, après une chimiothérapie, la gelée royale peut vraiment aider pour la force, pour l'appétit, pour retrouver vraiment de la vitalité. Ça peut même limiter les effets indésirables de traitement. Mais toujours voilà, en parler à son médecin et voilà, pour les cancers hormonodépendants, on souligne bien en rouge qu'il vaut mieux éviter, parce qu'en fait il y a ça renferme de la lipoprotéine qui va c'est un facteur de croissance qui va provoquer l'amplification du développement des cellules qui sont un peu désordonnées, donc tumorales. Donc, exactement. Voilà, c'est vraiment un booster métabolique et il fait pas la différence entre les cellules saines et les cellules qui ne sont pas saines. Donc, du coup, la vigilance reste de mise. Et ce que je voilà. Que ça soit en vente libre et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne soient pas au courant de ça. Donc, voilà, il faut mettre un gros bémol sur la gelée royale, même si on aimerait rester jeune et belle et tout. Exactement, exactement. Donc voilà, ce live est terminé pour ce soir. Alors si ce live vous a plu et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur, comme je vous ai dit, on a fait un focus sur les origines. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les origines des autres produits ou en savoir un petit peu plus, notamment sur leur composition biochimique, mais aussi sur leurs différentes vertus et surtout sur l'utilisation qu'on peut en faire pour notre santé, pour notre bien-être. Je vous invite voilà, à télécharger un cours que nous avons mis en place à Naturo Spirit, qui est disponible en bio. C'est un cours qui est complet sur les produits de la ruche, à savoir que Audrey est passionnée par les produits de la ruche et quant à moi, j'ai fait une formation de 3 mois, une formation certifiante sur l'apithérapie. Donc, c'est un cours qui est complet. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à le télécharger et à vous faire plaisir parce que c'est vrai, ça va vraiment être l'occasion de se faire plaisir et d'en découvrir davantage.
Alors, C'est il va y... enrichissant. Tu le fais avec tellement d'amour, ce cours, avec deux Exactement. personnes. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Alors, il va y aussi avoir un petit article sur, enfin, un petit article, un bel article même, sur les abeilles. Et surtout, surtout, si tu as apprécié ce live, n'hésite pas à le partager au plus grand nombre. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce live avec toi, Audrey. Merci, c'était trop bien. Et merci Merci. à toutes et à tous. Hein. J'ai pas vu s'il y avait des hommes ou pas, mais merci à tous, voilà, d'avoir participé, de nous avoir écoutés et voilà. Exactement. Passez une belle soirée. Merci. Merci, merci.